Boris Vian, L'écume des jours, chapitres 26 à 30. Chapitre 26. Pardon, monsieur, dit Nicolas, monsieur désire-t-il que nous descendions ici? L'auto s'était arrêtée devant un hôtel au bord de la route. C'était la bonne route, lisse, moirée de reflets photogéniques, avec des arbres parfaitement cylindriques des deux côtés, de l'herbe fraîche, du soleil, des vaches dans les champs, des barrières vermoulues, des haies en fleurs, des pommes aux pommiers et des feuilles mortes en petits tas, avec de la neige de place en place pour varier le paysage, des palmiers, des mimosas et des pins du nord dans le jardin de l'hôtel et un garçon roux et ébouriffé qui conduisait 2 moutons et un chien ivre. D'un côté de la route, il y avait du vent et de l'autre pas. On choisissait celui qui vous plaisait. Un arbre sur 2, seulement, donnait de l'ombre, et dans un seul des fossés, on trouvait des grenouilles. Descendons ici, dit Colin. Aussi bien, nous n'arriverons pas au sud aujourd'hui. Nicolas ouvrit la portière et mit pied à terre. Il portait un beau costume de chauffeur en cuir de porc et une élégante casquette assortie. Il recula de 2 pas et regarda la voiture. Colin et Chloé descendirent aussi. Notre véhicule est passablement souillé, dit Nicolas. C'est toute cette boue que nous avons traversée. Ça ne fait rien, dit Chloé, on va le faire laver à l'hôtel. Entre et va voir si ils ont des chambres, dit Colin, et de quoi se nutritionnent. Très bien, monsieur, dit Nicolas, portant la main à sa casquette, et plus exaspérant que jamais. Il poussa la barrière de chêne ciré dont la poignée recouverte de velours lui donna le frisson. Ses pas firent craquer le gravier et il monta les 2 marches. La porte vitrée céda sous sa poussée et il disparut dans le bâtiment. Les jalousies étaient baissées et l'on n'entendait aucun bruit. Le soleil cuisait doucement les pommes tombées et les faisait éclore en petits pommiers verts et frais, qui fleurissaient instantanément et donnaient des pommes plus petites encore. À la 3e génération, on ne voyait plus guère qu'une sorte de mousse verte et rose où des pommes minuscules roulaient comme des billes. Quelques bestioles onzonnaient dans le soleil, se rendant à des tâches incertaines, et dont certaines consistaient en une rapide giration sur place. Du côté venteux de la route, les graminées se courbaient en sourdines, des feuilles voltigeaient avec un froissement léger. Quelques insectes à élytres tentaient de remonter le courant en produisant un petit clapotis semblable à celui des roues d'un vapeur cinglant vers les grands lacs. Colin et Chloé, l'un près de l'autre, se laissaient insoler sans rien dire et leur cœur battait, tous deux, sur un rythme de boogie. La porte vitrée grinça faiblement. Nicolas réapparut. Sa casquette était de travers et son costume en désordre. « Ils t'ont mis dehors ?» demanda Colin. Non, monsieur, dit Nicolas. Ils peuvent recevoir monsieur et madame, et s'occuper de la voiture. Que t'est-il arrivé, demanda Chloé. Dit Nicolas. Le patron n'est pas là. J'ai été reçu par sa fille. Arrange-toi, dit Colin. Tu n'es pas correct. Je prie monsieur de m'excuser, dit Nicolas, mais j'ai pensé que 2 chambres valaient un sacrifice. Va te mettre en civil, dit Colin, et recommence à parler normalement. Tu me mets les nerfs en bobine. Chloé s'arrêta pour jouer avec un petit tas de neige. Les flocons, doux et frais, restaient blancs et ne fondaient pas. Regarde comme elle est jolie, dit-elle à Colin. Sous la neige, il y avait des primevères, des bleuets et des coquelicots. Oui, dit Colin. Mais tu as tort de toucher ça. Tu vas avoir froid. Oh. Non, dit Chloé, et elle se mit à tousser comme une étoffe de soie qui se déchire. Ma Chloé, dit Colin en l'entourant de ses bras, ne tousse pas comme ça, tu me fais mal. Elle lâcha la neige qui tomba lentement comme du duvet et se remit à briller au soleil. Je n'aime pas cette neige, murmura Nicolas. Il se reprit aussitôt. Je prie monsieur de m'excuser pour la liberté de ce langage. Colin retira un de ses souliers et le précipita à la figure de Nicolas qui se baissa pour gratter une petite tache à son pantalon, et se releva au bruit du verre cassé. Oh. Monsieur, dit Nicolas avec reproche, c'est la fenêtre de la chambre de monsieur. Eh bien, tant pis, dit Colin. Ça nous aérera.
Et puis, ça t'apprendra à parler comme un idiot. Il se dirigea à cloche-pied, aidé par Chloé, vers la porte de l'hôtel. Le carreau cassé commençait à repousser. Une mince pellicule se formait sur les bords du châssis, opalescente et irisée d'éclats incertains, aux couleurs vagues et changeantes. Chapitre 27. As-tu bien dormi? Demanda Colin. Pas mal, et toi? Dit Nicolas, en civil cette fois. Chloé bâilla et prit le pichet de sirop de capre. Ce carreau m'a empêché de dormir, dit-elle. Il n'est pas fermé, demanda Nicolas. Pas tout à fait, dit Chloé. La fontanelle est encore assez ouverte pour laisser passer un fameux courant d'air. Ce matin, j'avais la poitrine toute pleine de cette neige. C'est assommant, dit Nicolas. Je vais les engueuler sévèrement. Au fait, on repart ce matin. Après-midi, dit Colin. Faudra que je remette ma tenue de chauffeur, dit Nicolas. Oh! Nicolas, dit Colin. Si tu continues, je... Oui, dit Nicolas, mais pas maintenant. Il engloutit son bol de sirop de capres et termina ses tartines. Je vais faire un tour à la cuisine, annonça Théil en se levant et en rectifiant son nœud de cravate au moyen d'un alaisoir de poche. Il quitta la pièce et on entendit le bruit de ses pas décroître en direction, probable, de la cuisine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma Chloé? Demanda Colin. S'embrasser, dit Chloé. Sûr? Répondit Colin. Mais après? Après, dit Chloé, je ne peux pas le dire tout haut. Bon, dit Colin, mais après. Après, dit Chloé. Il sera l'heure de déjeuner. Prends-moi dans tes bras. J'ai froid. C'est cette neige. Le soleil entrait à vagues dorées dans la pièce. Il ne fait pas froid ici, dit Colin. Non, dit Chloé en se serrant contre lui, mais j'ai froid. Après, j'écrirai à Alice. Chapitre 28. Dès le début de la rue, la foule se bousculait pour accéder à la salle où Jean Sol donnait sa conférence. Les gens utilisaient les ruses les plus variées pour déjouer la surveillance du cordon sanitaire chargé d'examiner la validité des cartes d'invitation, car on en avait mis en circulation de fausses par dizaines de milliers. Certains arrivaient en corbillard et les gendarmes plongeaient une longue pique d'acier dans le cercueil, les clouant aux chaînes pour l'éternité, ce qui évitait de les en sortir pour l'inhumation et ne causait de tort qu'aux vrais morts éventuels dont le linceul se trouvait bousillé. D'autres se faisaient parachuter par avion spécial, et l'on se battait aussi au Bourget pour monter en avion. Une équipe de pompiers prenait ceux-là pour cibler, au moyen de lances d'incendie, les déviait vers la Seine où ils se noyaient misérablement. D'autres, enfin, tentaient d'arriver par les égouts. On les repoussait à grands coups de souliers ferrés sur les jointures au moment où ils s'agrippaient au rebord pour se rétablir et sortir, et les rats se chargeaient du reste. Mais rien ne décourageait ces passionnés. Ce n'étaient pas les mêmes, il faut l'avouer, qui se noyaient et qui persévéraient dans leurs tentatives, et la rumeur montait vers le zénith, se répercutant sur les nuages en un roulement caverneux. Seuls les purs, les au courant, les intimes, avaient de vraies cartes, très facilement reconnaissables des fausses, et, pour cette raison, passaient sans encombre par une allée étroite, ménagée au RAS des maisons et gardée, tous les 50 cm, par un agent secret, déguisé en cerveau-frein. Ils étaient, néanmoins, en fort grand nombre, et la salle, déjà pleine, continuait d'accueillir, de seconde en minute, de nouveaux arrivants. Chic était dans la place depuis la veille. Il avait, à prix d'or, obtenu du concierge le droit de le remplacer, et, pour rendre ce remplacement possible, brisé la jambe gauche du dit concierge, au moyen d'un inspect de rechange. Il ne ménageait pas les doublons lorsqu'il s'agissait de partre. Alice et Isis attendaient avec lui l'arrivée du conférencier. Elle venait de passer la nuit là, très désireuse de ne pas manquer l'événement. Chic, dans son uniforme vert foncé de concierge, était séduisant au possible. Il négligeait beaucoup son travail depuis qu'il était entré en possession des 25 000 doublons de Colin. Le public qui se pressait là présentait des aspects bien particuliers.
Ce n'était que visage fuyant à lunettes, cheveux hérissés, mégots jaunis, renvoi de nougazés, pour les femmes, petites nattes miteuses ficelées autour du crâne et canadiennes portées à même la peau, avec échappées en forme de tranches de sein sur fond d'ombre. Dans la grande salle du rez-de-chaussée, au plafond mi-vitré, mi-décoré de fresques à l'eau lourde et bien propre à faire naître, dans l'esprit des assistants, des doutes sur l'intérêt d'une existence peuplée de formes féminines aussi décourageantes, on se rassemblait de plus belle, et l'état revenu n'avait que la ressource de rester au fond sur un pied, l'autre servant à écarter les voisins trop proches. Une loge spéciale, dans laquelle trônait la duchesse de Beauvoir et sa suite attirait les regards d'une foule presque exsangue et insultait, par son luxe de bon aloi, au caractère provisoire des dispositions personnelles d'un rang de philosophes montés sur pliants. L'heure de la conférence approchait et la foule devenait fébrile. Un chahut commençait à s'organiser dans le fond, quelques étudiants cherchant à s'émer le doute dans les esprits en déclamant à haute voix des passages tronqués dilatoirement du serment sur la montagne, de la baronne Orczy. Mais, Jean Saul approchait. Des sons de trompe d'éléphant se firent entendre dans la rue et Chick se pencha par la fenêtre de sa loge. Au loin, la silhouette de Jean Saul émergeait d'un houda blindé, sous lequel le dos de l'éléphant, rugueux et ridé, prenait un aspect insolite à la lueur d'un phare rouge. À chaque angle du houda, un tireur d'élite, armé d'une hache, se tenait prêt. À grande enjambée, l'éléphant se frayait un chemin dans la foule et le piétinement sourd des 4 piliers s'agitant dans les corps écrasés se rapprochait inexorablement. Devant la porte, l'éléphant s'agenouilla et les tireurs d'élite descendirent. D'un bond gracieux, Partre sauta au milieu d'eux et, ouvrant la route à coups de hache, ils progressèrent vers l'estrade. Les agents refermèrent les portes et Chick se précipita dans un couloir dérobé qui aboutissait derrière l'estrade, poussant devant lui Isis et Alice. Le fond de l'estrade était garni d'une tenture de velours enquisté, dans laquelle Chick avait percé des trous pour voir. Ils s'assirent sur des coussins et attendirent. À 1 mètre à peine, Partre se préparait à lire sa conférence. Il émanait de son corps souple et ascétique une radiance extraordinaire, et le public, captivé par le charme redoutable qui paraît ses moindres gestes, attendait, anxieux, le signal du départ. Nombreux étaient les cas d'évanouissement dus à l'exaltation intra-utérine qui s'emparait particulièrement du public féminin, et, de leur place, Alice, Isis et Chick entendaient distinctement le halètement des 24 spectateurs qui s'étaient faufilés sous l'estrade et se déshabillaient à tâtons pour tenir moins de place. « Tu te rappelles » demanda Alice en regardant Chick avec tendresse. « Oui, dit Chick. C'est là qu'on s'est connus. » Il se pencha vers Alice et l'embrassa doucement. « Vous étiez là-dessous » demanda Isis. « Oui, dit Alice. C'était très agréable. »« Je le crois, dit Isis. »« Qu'est-ce que c'est que ça, Chick ?» Chick se mettait à ouvrir une grosse caisse noire à côté de laquelle il s'était assis. « C'est un enregistreur, dit-il. Je l'ai acheté en prévision de la conférence. »« Oh, dit Isis. Quelle bonne idée. Comme ça, on n'aura pas besoin d'écouter. »« Oui, dit Chick. Et en rentrant, on pourra l'écouter toute la nuit, si on veut, mais on ne le fera pas pour ne pas abîmer les disques. Je les ferai doubler avant et peut-être que je demanderai à la maison, le cri du patron, de m'en sortir un tirage commercial. »« Ça a dû vous coûter très cher, dit Isis. »« Oh, dit Chick. Ça n'a pas d'importance. » Alice soupira. Un soupir si léger qu'elle fut la seule à l'entendre, et elle l'entendit à peine. « Ça y est ? » dit Chick. « Il commence ? J'ai mis mon micro avec ceux de la radio officielle qui sont sur sa table, ils ne s'en apercevront pas. » Jean Saul venait de débuter. On entendit, tout d'abord, que le cliquetis des obturateurs. Les photographes et les reporters de la presse et du cinéma s'en donnaient à cœur joie. Mais l'un d'eux fut renversé par le recul de son appareil et une horrible confusion s'ensuivit. Ses confrères, furieux, se ruèrent sur lui et l'arrosèrent de poudre de magnésium. Il disparut dans un éclair éblouissant à la satisfaction générale, et les agents emmenèrent en prison tous ceux qui restaient. « Merveilleux, dit Chick.
Je serai le seul à avoir l'enregistrement. Le public, qui s'était tenu à peu près calme jusqu'ici, commençait à s'énerver et manifestait son admiration pour Partre à grand renfort de cris et d'acclamations, chaque fois qu'il disait un mot, ce qui rendait assez difficile la compréhension parfaite du texte. Ne cherchez pas à tout piger, dit Chick. On écoutera l'enregistrement à loisir. Surtout qu'ici on n'entend rien, dit Isis. Il ne fait pas plus de bruit qu'une souris. Au fait, avez-vous des nouvelles de Chloé? J'ai reçu une lettre d'elle, dit Alice. Sont-ils enfin arrivés? Oui, ils ont réussi à partir, mais ils vont abréger leur séjour là-bas, car Chloé n'est pas très bien portante, dit Alice. Et Nicolas, demanda Isis. Il va bien? Chloé me dit qu'il s'est horriblement mal conduit avec toutes les filles des hôteliers chez qui ils se sont arrêtés. Il est bien, Nicolas, dit Isis. Je me demande pourquoi il est cuisinier. Oui, dit Chick, c'est drôle. Pourquoi ça, dit Alice. Je trouve ça mieux que d'être collectionneur de Partre, ajouta T.L. en pinçant l'oreille de Chick. Mais Chloé n'est pas gravement malade, demanda Isis. Elle ne me dit pas ce qu'elle a, dit Alice. Elle a mal dans la poitrine. Elle est si jolie, Chloé, dit Isis. Je ne peux pas me figurer qu'elle soit malade. Oh! Souffla Chick, regardez. Une partie du plafond venait de se soulever et une rangée de têtes apparut. D'audacieux admirateurs venaient de se faufiler jusqu'à la verrière et d'effectuer cette opération délicate. Il y en avait d'autres qui les poussaient et les premiers s'agrippaient énergiquement au rebord de l'ouverture. Ils n'ont pas tort, dit Chick. Cette conférence est remarquable. Partre s'était levé et présentait au public des échantillons de vomi empaillés. Le plus joli, pomme crue et vin rouge, obtint un franc succès. On commençait à ne plus s'entendre, même derrière le rideau où se trouvaient Isis, Alice et Chick. Enfin, dit Isis. Quand seront-ils là? Demain ou après-demain, dit Alice. Cela fait si longtemps qu'on ne les a vus, dit Isis. Oui, dit Alice, depuis leur mariage. C'était si réussi, ce mariage, conclut Isis. Oui, dit Alice. C'est ce soir-là que Nicolas t'a raccompagné. Heureusement, la totalité du plafond s'abattit dans la salle, évitant à Isis de donner des détails. Une épaisse poussière s'éleva. Dans les plâtras, des formes blanchâtres s'agitaient, titubaient et s'effondraient, asphyxiées par le nuage lourd qui planait au-dessus des débris. Partre s'était arrêté et riait de bon cœur en se tapant sur les cuisses, heureux de voir tant de gens engagés dans cette aventure. Il avala une grande goulée de poussière et se mit à tousser comme un fou. Chick, fébrile, tournait des boutons sur son enregistreur. Il produisit une grosse lueur verte qui s'enfuit au ras du sol et disparut dans une fente du parquet. Une seconde, puis une troisième suivirent, et il coupa le courant juste au moment où une sale bête, pleine de pattes, allait sortir du moteur. « Qu'est-ce que je fais » dit-il. « Il est bloqué. C'est la poussière dans le micro. » Le pandémonium dans la salle était à son comble. Partre, maintenant, buvait à même la carafe et se préparait à s'en aller car il venait de lire sa dernière feuille. Chick se décida. « Je vais lui offrir de sortir par là, dit-il. Filez devant, je vous rejoins. » Moins. Chapitre 29. En passant dans le couloir, Nicolas s'arrêta. Les soleils entraient décidément mal. Les carreaux de céramique jaune paraissaient ternis et voilés d'une légère brume et les rayons, au lieu de rebondir en gouttelettes métalliques, s'écrasaient sur le sol pour s'étaler en flaques minces et paresseuses. Les murs, pommelés de soleil, ne brillaient plus uniformément, comme avant. Les souris ne paraissaient pas spécialement gênées par ce changement, sauf la grise à moustache noire dont l'air profondément ennuyé frappait dès l'abord. Nicolas supposa qu'elle regrettait l'arrêt inopiné du voyage et les relations qu'elle avait pu se faire en route. « Tu n'es pas contente ?» demanda-t-il. La souris eut un geste de dégoût et montra les murs. « Oui, dit Nicolas. C'est pas ça. Avant, ça allait mieux.
Je ne sais pas ce qu'il y a. La souris parut réfléchir un instant, puis hocha la tête et ouvrit les bras d'un air incompréhensif. Moi non plus, dit Nicolas, je ne comprends pas. Même quand on frotte, ça ne change rien. C'est probablement l'atmosphère qui devient corrosive. Il s'arrêta, pensif, et hocha la tête à son tour, puis reprit sa route. La souris se croisa les bras et se mit à mâchonner d'un air absent, puis recracha précipitamment en sentant le goût du chewing-gum pour chat. Le marchand s'était trompé. Dans la salle à manger, Chloé déjeunait avec Colin. Alors, demanda Nicolas. Ça va mieux? Tiens, dit Colin, tu te décides à parler comme tout le monde. Je n'ai pas mes souliers, expliqua Nicolas. Ça ne va pas mal, dit Chloé. Elle avait les yeux brillants et le teint vif, et l'air heureux de se retrouver à la maison. Elle a mangé la moitié de la tarte au poulet, dit Colin. Ça me fait plaisir, dit Nicolas. Celle-là n'était pas de gouffée. Qu'est-ce que tu veux faire, aujourd'hui, Chloé, demanda Colin. Oui, dit Nicolas, est-ce qu'on déjeune tôt ou tard? J'aimerais sortir avec vous deux et Isis et Chick et Alice, et aller à la patinoire et dans les magasins et dans une surprise party, dit Chloé, et m'acheter une bague verte à système. Bon, dit Nicolas, alors je vais me mettre tout de suite à ma cuisine. Fais la cuisine en civil, Nicolas, dit Chloé, c'est tellement moins fatigant pour nous. Et puis, tu seras prêt tout de suite. Je vais passer prendre de l'argent dans mon coffre à doubleson, dit Colin, et toi, Chloé, téléphone aux amis. On va faire une belle sortie. Je téléphone, dit Chloé. Elle se leva et courut au téléphone. Elle décrocha le récepteur et imita le cri du chat-huant pour avertir qu'elle voulait parler à Chick. Nicolas débarrassa la table en appuyant sur un petit levier et la vaisselle sale s'achemina vers l'évier par un gros tube pneumatique qui se dissimulait sous le tapis. Il quitta la pièce et regagna le couloir. La souris, debout sur les pattes de derrière, grattait avec ses mains un des carreaux ternis. Là où elle avait gratté, ça brillait de nouveau. Eh bien, dit Nicolas. Tu y arrives. C'est remarquable. La souris s'arrêta, haletante, et montra à Nicolas le bout de ses mains écorchées et sanglantes. Oh, dit Nicolas. Tu t'es fait mal. Viens, laisse ça. Après tout, il y a encore ici beaucoup de soleil. Viens, je vais te panser. Il la mit dans sa poche de poitrine et elle laissait pendre au dehors ses pauvres pattes abîmées, essoufflées, les yeux mi-clos. Colin tournait les boutons de son coffre à doubleson avec une grande rapidité et fredonnait. Il n'était plus tenaillé par l'inquiétude de ces derniers jours et se sentait le cœur en forme d'orange. Le coffre était de marbre blanc incrusté d'ivoire et les boutons d'améthyste vert noir. Le niveau indiquait 60 000 doubleson. Le couvercle bascula avec un claquement huilé et Colin cessa de sourire. Le niveau, bloqué pour on ne sait quelle raison, venait de se fixer, après 2 ou 3 oscillations, à 35 000 doubleson. Il plongea la main dans le coffre et vérifia rapidement l'exactitude du dernier chiffre. Faisant un rapide calcul mental, il en constata la vraisemblance. Sur 100 000, il en avait donné 25 000 à Chick pour épouser Alice, 15 000 pour la voiture, 5 000 pour la cérémonie, le reste avait filé tout naturellement. Ceci le rassura un peu. C'est normal, dit-il à voix haute, et sa voix lui parut étrangement altérée. Il prit ce qu'il lui fallait, hésita, en remit la moitié avec un geste de lassitude et referma la porte. Les boutons tournèrent rapidement en faisant un petit cliquetement clair. Il tapota le cadran du niveau et vérifia qu'il indiquait bien la somme contenue. Puis, il se releva. Il resta debout pendant quelques instants, s'étonnant de l'énormité des sommes qu'il avait dû engager pour donner à Chloé ce qu'il jugeait digne d'elle et sourit en pensant à Chloé décoiffée, le matin, dans le lit, et à la forme du drap sur son corps étendu et à la couleur d'ambre de sa peau lorsqu'il enlevait le drap, et il s'astreignit brusquement à penser au coffre parce que ce n'était pas le moment de penser à ces choses-là. Chloé s'habillait. Dis à Nicolas de faire des sandwichs, dit-elle, qu'on parte tout de suite.
Je leur ai donné rendez-vous chez Isis. Colin l'embrassa sur l'épaule, profitant d'une éclaircie, et courut prévenir Nicolas. Nicolas achevait de soigner la souris et lui fabriquait une petite paire de béquilles en bambou. Voilà, conclut-il. Marche avec ça jusqu'à ce soir et il n'y paraîtra plus. Qu'est-ce qu'elle a ? Demanda Colin en lui caressant la tête. Elle a voulu nettoyer les carreaux du couloir, dit Nicolas. Elle y est arrivée, mais ça lui a fait mal. Ne te soucie pas de ça, dit Colin. Ça reviendra tout seul. Je ne sais pas, dit Nicolas. C'est bizarre. On dirait que les carreaux respirent mal. Ça reviendra, dit Colin, je pense, du moins, ça n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. Non, dit Nicolas. Colin resta quelques instants devant la fenêtre de la cuisine. C'est peut-être l'usure normale, dit-il. On pourrait essayer de les faire changer. Ça coûtera très cher, dit Nicolas. Oui, dit Colin. Il vaut mieux attendre. Qu'est-ce que tu voulais ? Demanda Nicolas. Ne fais pas de cuisine, dit Colin. Seulement des sandwichs, on va partir tout de suite. Bon, je m'habille, dit Nicolas. Il posa la souris par terre et elle se dirigea vers la porte, oscillant entre ses petites béquilles. Ses moustaches dépassaient des deux côtés. Moins. Chapitre 30. La rue avait tout à fait changé d'aspect depuis le départ de Colin et de Chloé. Maintenant, les feuilles des arbres étaient grandes et les maisons quittaient leur teinte pâle pour se nuancer d'un vert effacé avant d'acquérir le beige doux de l'été. Le pavé devenait élastique et doux sous les pas et l'air sentait la framboise. Il faisait encore frais, mais on devinait le beau temps derrière les fenêtres aux vitres bleuâtres. Des fleurs vertes et bleues poussaient le long des trottoirs, et la sève serpentait autour de leurs tiges minces avec un léger bruit humide, comme un baiser d'escargot. Nicolas ouvrait la marche. Il était vêtu d'un complet sport de cholénige moutarde, et portait, en dessous, un chandail à col roulé dont le jacquard dessinait un saumon à la chambord, tel qu'il apparaît à la page 607 du livre de cuisine de Gouffé. Ses souliers de cuir jaune à semelles crêpes froissayaient à peine la végétation. Il prenait soin de marcher dans les deux sillons que l'on dégageait pour laisser passer les voitures. Colin et Chloé le suivaient, Chloé tenait Colin par la main et respirait à longs traits les odeurs de l'air. Chloé avait une petite robe de laine blanche et un mantelet de léopard benzolé, dont les taches, atténuées par le traitement, s'élargissaient en auréoles, et se recoupaient en curieuses interférences. Ses cheveux mousseux flottaient librement et exhaltaient une douce vapeur parfumée de jasmin et d'yeux. Colin, les yeux mi-clos, se guidait sur ce parfum, et ses lèvres frémissaient doucement à chaque inhalation. Les façades des maisons s'abandonnaient un peu, quittant leur sévère rectitude, et l'aspect résultant de la rue déroutait parfois Nicolas qui devait s'arrêter pour lire les plaques émaillées. « Qu'est-ce que nous allons faire d'abord ? Demanda Colin. « Aller dans les magasins, dit Chloé. Je n'ai plus une seule robe. Tu ne veux pas aller chez les sur-calottes, comme d'habitude, dit Colin. Non, dit Chloé, je veux aller dans les magasins, et m'acheter des robes toutes faites et des choses. Isis va sûrement être contente de te revoir, Nicolas, dit Colin. Pourquoi ça ? Demanda Nicolas. Je ne sais pas. Ils tournèrent dans la rue Sidney-Bechet et c'était là. La concierge, devant la porte, se balançait dans un rocking chair mécanique dont le moteur faisait un bruit pétaradant sur un rythme de polka. C'était un vieux système. Isis les accueillit. Chic et Alice étaient déjà là. Isis avait une robe rouge et sourit à Nicolas. Elle embrassa Chloé et ils s'entrebaissèrent tous pendant quelques instants. Tu as bonne mine, ma Chloé, dit Isis. Je croyais que tu étais malade. Ça me rassure. Je vais mieux, dit Chloé, Nicolas et Colin m'ont très bien soigné. Comment vont vos cousines ? Demanda Nicolas. Isis rougit jusqu'aux yeux. Elle me demande de vos nouvelles tous les 2 jours, dit-elle. Ce sont de charmantes filles, dit Nicolas en se détournant légèrement, mais vous êtes plus ferme. Oui, dit Isis. Et ce voyage, dit Chic. Ça s'est bien passé, dit Colin.
La route était très mauvaise au début, mais ça s'est arrangé. Sauf la neige, dit Chloé, c'était bien. Elle porta la main à sa poitrine. Où va-t-on demanda Alice. Je peux vous résumer la conférence de Partre, si vous voulez, dit Chick. Tu en as acheté beaucoup depuis notre départ, demanda Colin. Oh. Non, dit Chick. Et ton travail, demanda Colin. Oh. Ça va, dit Chick. J'ai un type pour me remplacer quand je suis forcé de sortir. Il fait ça pour rien, demanda Colin. Oh. Presque, dit Chick. Vous voulez qu'on aille tout de suite à la patinoire? Non, on va dans les magasins, dit Chloé. Mais si les hommes veulent aller patiner? C'est une idée, dit Colin. Je les accompagnerai dans les magasins, dit Nicolas. Je dois faire quelques achats. C'est bien comme ça, dit Isis. Mais allons-y vite pour avoir le temps de patiner un peu après. Moins.